Aujourd'hui, c'est assez spécial parce qu'on va parler de la psychologie. C'est demain mon entretien avec le psychologue. J'ai des bases, mais c'est pas mon domaine. Grosso modo, c'est un podcast. Mais j'ai pas envie que ça soit totalement déstructuré. On s'est pas appelé, on n'a rien préparé. Il voulait pas, je voulais pas. Donc sur ça, on était sur la même longueur d'onde. Je voulais que ça soit hyper naturel. Et après, l'interview sortira sur YouTube. Une belle grosse interview, format podcast. Et je vous l'annonce, ça sera un banger. Le gars, c'est vraiment un monstre. Il parle, il source. À chaque fois qu'il apporte des exemples, il va sourcer les livres, les études psychologiques. J'aime trop. Et on va parler, c'est ce que je me suis noté, on va parler au début de la motivation. La motivation dans le trading, comment rester motivé dans le trading, dans son apprentissage ou non, hein, parce que parfois, même dans ton trading, tu fais des mauvaises années. Ça, il faut l'entendre. Donc, comment garder cette flamme? Et ça va même m'intéresser, hein, parce que le gars, il est chaud sur ces sujets. Donc là, je vais plus l'aiguiller. Comment garder la motivation, si je vous pose la question? Moi, j'ai mes tips, mais déjà, il faut définir la motivation. Qu'est-ce que la motivation? Cette définition, elle est simple. La motivation est l'état psychologique qui pousse à agir dans le sens du but désiré. Il y a la pyramide de Maslow, ça c'est connu, mais je suis pas fan d'en parler dans la motivation. Salut Darky, pour moi la motivation n'est qu'un moment éphémère, c'est ça le problème. Ah ok, ça c'est intéressant. C'est quoi le plus important pour toi dans un projet? J'imagine que c'est pas la motivation puisque c'est éphémère. Déjà pour moi, pour garder cette flamme sur la motivation, c'est le projet. C'est la définition du projet, faut qu'elle matche avec ce que t'aimes faire, ta passion, il faut une récompense aussi. Je pense que la notion de récompense elle est intéressante. Tu peux pas être motivé par un projet sans récompense. Que la motivation est éphémère, mais pour moi tu peux quand même la cultiver. T'as des baisses de motivation et du coup tu peux lâcher un projet alors que même que ce projet te passionne, tu peux te remotiver. Et ensuite la psychologie. Et pour moi il y a 3 phases dans ta psychologie et dans ton trading. Il y a avant de prendre un trade, pendant, quand le trade est en cours, et après. Donc avant, on n'est pas rentré dans le trade, on fait l'analyse, etc. Mais on a des émotions. Là, j'ai pas parlé des biais psychologiques. Les biais psychologiques, je voulais le faire en stream parce que je trouve ça hyper intéressant. Donc on a du stress, et le stress va engendrer forcément plusieurs émotions. Le doute, des remises en question surtout. La peur de perdre des sous. Hein. Il y en a qui ont cette aversion au risque. L'hésitation. L'hésitation, c'est un peu un mixte du doute et de la peur. On doute, on a peur, on hésite, on est hésitant, voilà. Donc ça, c'est là, je pense que c'est le stress qui peut être matérialisé comme ça. Même si le stress, c'est pas une émotion, hein, c'est totalement naturel, mais c'est ce qui vient après, c'est la gestion du stress, ce qu'il en découle. Là, il y a la peur, l'hésitation, etc. Et il y a aussi l'excitation. T'es pas rentré dans ton trade, mais t'es excité. Parce que ça fait très longtemps que t'as pas tradé. Là, je parle pour moi, hein, quand je rentre de vacances, j'ai envie de trader, donc voilà, et l'excitation va engendrer, comme le stress, de l'euphorie, l'excès de confiance, parfois même de l'impatience. Tu rentres dans un trade trop tôt, sans confirmation. Ensuite, il y a ce qui se passe pendant le trade. Pendant le trade, là, on a énormément d'émotions qui passent à travers notre cerveau. On a toujours du doute, mais on a de la peur, mais elle est différente. Je suis d'accord, on a de la peur. Avant de rentrer dans le trade, on a la peur de perdre des sous. Mais maintenant qu'on est dans le trade, on a bien sûr la peur de perdre des sous, mais j'apporte même une nuance. On a peur de l'échec maintenant. On a peur d'aller au SL. Pas pour des raisons d'oseille, mais pour des raisons d'ego, c'est l'échec. Quand on est dans un trade, on a aussi de l'espoir. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il pourra me dire sur ça, parce que plus je fais des coachings, plus je le remarque. En fait, l'espoir pour moi, c'est t'es dans un trade et tu mets des sentiments là où tu ne devrais pas. C'est-à-dire que quand ton trade, il est dans le drawdown, donc il est dans le rouge, t'as de l'espoir. Tu patientes. Tu te dis bon, peut-être, j'espère que ça va se retourner, etc., etc. Mais à l'inverse, quand t'es dans le vert, c'est ça le paradoxe. C'est que t'as très vite envie de couper. C'est vite, faut que je coupe, ça va se retourner. En tout cas, ça nous est tous déjà arrivé, au moins une fois. Avant de rentrer dans un trade, on doute, on a peur, on hésite, ou alors au contraire, on est euphorique, on a de l'excès de confiance. Et après le trade, c'est bien sûr la déception, la frustration, ou alors l'avidité, l'euphorie, l'excès de confiance qui augmente en fonction du résultat ou des résultats, parce que plus t'as de TP, plus t'as de l'euphorie ou t'as un excès de confiance. Donc ça, c'est à gérer aussi. Donc ça, pour moi, c'est les 3 phases. Avant trade, pendant le trade, après le trade. Mais il y a une phase qui n'en est pas une, c'est plus le contexte psychologique, le contexte global. Tout ce qui n'est pas en lien avec le trading, mais qui pourtant impacte ton trading. La fatigue dans ton trading, l'anxiété, parce que l'anxiété découle du fait que si tu vides ton trading, tu peux être anxieux à l'idée de te dire merde, l'année prochaine les gars, je peux perdre des sous, je peux faire une année pas rentable. Donc ça fait partie du contexte global pour moi, je vais noter tout ça. Donc là il y a la fatigue, c'est pas un biais psychologique, mais il faut en parler parce que mon ami, si t'es un scalper et que tu dois être hyper focus pendant ta session de 2 ou 3 heures et que t'es fatigué, crois-moi, c'est pas ouf. Après il y a des gens qui sont plus ou moins résilients, endurants, comment on peut appeler ça,
avec cette fatigue, mais pas moi. Il y a la colère, parce que quand tu t'embrouilles avec tes parents, avec ta femme, ton mari ou j'en sais rien, et que juste après tu dois faire ta session de trading, pareil, il faut savoir gérer ça. Mais pour savoir le gérer, il faut savoir dans quel état d'esprit tu es. Donc il faut les lister. Parce que c'est en les connaissant qu'on peut se dire « Ah, mais là je sais que je suis en colère. » Tu te fais une liste. Là je sais que je suis en colère, donc qu'est-ce que je fais? Action, réaction. Et ça dépend de chacun. Moi c'est direct, hein. Je suis fatigué, je suis en colère, je traite pas. Je reporte ma session de trading. Excès de confiance. L'excès de confiance... Ah si, t'as raison. J'allais dire l'excès de confiance, ça vient en fait quand tu fais des take profits. Mais quand tu commences ta journée, t'as pas forcément de l'excès de confiance. Mais si, t'as raison. T'as totalement raison. Bah tu viens d'avoir une augmente au taf, tu te poses devant tes graphes, dans ta tête t'es le roi du monde. Si, carrément. Et ça, c'est pareil, ça intensifie les émotions qui te passent durant les 3 phases du trading. Avant, pendant, après. J'avoue que j'ai hâte, les gars, de faire l'interview. Oh, l'hypnose, c'est ça que je voulais lui demander. L'hypnose dans le trading, parce que c'est aussi un hypnotiseur. Oh, le passé de la personne qui joue ses antécédents propres, ça, c'est excellent. Là, c'est beaucoup plus profond. Je me le note tout de suite. Ah ouais, j'aime beaucoup En fait, ça me donne des idées. Le passé de la personne. Parce que c'est vrai, c'est ça qui va te créer finalement, qui va te créer ta psychologie dans ton trading. J'ai des personnes en coaching qui sont trop prudentes et qui n'osent pas rentrer dans des trades, qui attendent le setup 5 étoiles qui vient une fois tous les 1000 ans. Et j'ai l'inverse, j'ai des mecs qui rentrent vraiment trop souvent, parfois avec peu de confirmation. Et du coup le tout, bah ça crée des comportements, pas des émotions. Là on est dans le comportement. Et les comportements, eux, viennent d'émotions. Il y a une émotion, hop, t'en as, ils vont réagir comme ça, d'autres comme ça. Est-ce que vous avez des conseils, vous, pour éviter dans votre trading vos doutes, vos remises en question sans cesse? Pourquoi je prends le trade? Oh, j'aime bien ça. Ça fait la méthode Pascal le grand frère. Moi, j'avais mis travailler sur sa confiance en soi. Premier point. Il y a des exercices pour avoir confiance en soi. Mais dans le trading, t'as beau avoir confiance en soi, il faut aussi avoir confiance en son trading. Donc, il y a aussi l'équilibre avec le travail sur la confiance de ses datas. Ça, tu l'as pas au début, mais si ça fait plusieurs mois que tu trades, disons 7-8 mois, tu peux commencer à accumuler de la data sur tes trades grâce à un journal de trading. Et si les datas sont cohérentes, tu as confiance en toi, tu as peut-être moins peur de rentrer dans les trades. Parce que tu t'es dit, bah finalement, je suis pas mauvais. Je vais refaire un genre, ouais. Bah voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Puis ça corrige aussi l'hésitation, puisque là pareil, on se fait confiance, on écrit. Mais de toute façon, j'avais dit, hésitation, c'est un mix entre la peur et le doute. Ok, les biais de confirmation dans le trading. Donc le biais de confiance excessive, celui-là il est bien, je vais le noter. Le biais de confiance excessive, c'est tu surévalues quand tu fais plusieurs TP d'affilée, tu vas surévaluer. En fait, c'est l'excès de confiance, quoi. Tu vas surévaluer tes compétences. Comment ils le mettent? L'excès de confiance en soi est l'un des biais psychologiques impactant le plus les traders, notamment lorsqu'ils connaissent une série de trades gagnants. Vos capacités et vos connaissances, et sous l'effet d'un sentiment de surconfiance, vous pensez en savoir plus que vous n'en savez réellement, ça fait mal. Et vous prenez donc de mauvaises décisions dans le trading, car vous pensez contrôler une situation et vous subissez l'optimisme du moment. La définition, elle est extraordinaire. Et à votre avis, comment éviter ce genre de biais? Premièrement, comme tous les biais, il faut le connaître. Parce que si tu sais pas, tu mets pas un mot. Tu mets pas un mot sur un sentiment, sur une émotion, donc t'en as pas connaissance. Mais quand tu connais cette définition, le jour où ça t'arrive, tu te dis, ah, là je me connais, je sais que je suis peut-être tombé dans un biais cognitif. Donc la première règle, c'est connaître. Et deuxième règle, enfin ça c'est la mienne, c'est je fais des pauses. Mais ça permet de cut, déjà de pas FOMO, de pas reprendre directement après avec un plus gros risque, etc., etc. Mais ça permet aussi de revenir. Moi c'est le retour qui me fait du bien, c'est le retour dans les écrans. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde un peu tout, ok, je me reconcentre, etc., etc. Et ça efface un petit peu l'excès de confiance qui était présent. J'essaye de trouver des contre-arguments quand j'y suis. Je sais pas si c'est clair. Ah oui, je vois très bien. Ça, c'est une bonne idée. Attends, je vais le noter. C'est simple. Tu veux acheter. Et là, tu prends un peu de recul. Tu te dis, est-ce que c'est bien d'acheter? Donc, tu vas regarder un peu d'autres data, d'autres choses. Et tu vas te dire, oh, ouais, finalement, j'ai ma confirmation. Ou alors, à l'inverse, non, là, j'invalide. Le biais de confirmation, ça, je vais le mettre en 2 même. Alors c'est quoi leur définition? Il est souvent difficile pour les traders et investisseurs de faire leurs analyses de manière objective, surtout lorsqu'ils doivent faire face au biais psychologique de confirmation. Ouais, elle est bien leur définition. Grosso modo, le biais de confirmation, c'est tu veux rentrer à l'achat, les setups que tu vois, ton cerveau te les met devant. Comment l'expliquer? T'as envie de rentrer à l'achat sur le Nasdaq parce que tu vois des choses comme, je dis n'importe quoi, une divergence RSI, un rebond sur un ancien plus bas weekly, enfin voilà. Et toi t'as envie d'acheter. Et comme tu veux acheter, ton cerveau il va te montrer que les choses qui montrent le retournement. Et il va te masquer la tendance du jour qui est totalement baissière par exemple, est extrêmement puissante, plein de choses comme ça. Ça c'est très dangereux les biais de confirmation. Une fois que t'es tombé dedans, ça y est. C'est que pour toi t'as un flux haussier, tu veux rentrer à l'achat,
t'attends un retour, je dis n'importe quoi, sur la VWAP, mais tu t'étais même pas rendu compte qu'il y a quelques heures, il y a des vendeurs qui se sont positionnés, je dis n'importe quoi, sur le POC de la veille et qui ont défendu ce niveau même aujourd'hui. 3 fois on a eu un échec et voilà. Finalement, toi, tu rentres à l'achat, alors que la chute qu'il y a, c'est tout simplement tous les acheteurs qui sortent de leur position. Boum, 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 boum. Mais comme toi, tu voyais que l'achat, bah, t'as pas vu tout ça. Les tips pour éviter ça, c'est dur. Les tips pour éviter les biais de confirmation. Parce que là, c'est limite technique. Moi, perso, les tips pour sortir des biais de confirmation, déjà, je sais même pas quand je tombe dans un biais de confirmation, parce que j'essaie de ne pas prendre en compte ma volonté, enfin, je prends des choses factuelles. Donc je tombe pas beaucoup dans les biais de confirmation. Le biais d'ancrage, je le mets en 3 parce qu'ils sont un peu liés. Le biais d'ancrage, en fait, ouais, elle est bien la définition, c'est ça, c'est grosso modo, c'est très bien expliqué. Tu vas accorder plus d'importance à ce que tu vois en premier dans ton analyse. C'est un peu lié avec le biais de confirmation, mais grosso modo, t'arrives, boum, je sais pas comment vous tradez, on s'en moque, on voit une tendance haussière qui rebondit sur une trendline, allez. On voit que ça, et ben on va se dire, je vais accorder beaucoup d'importance à cette trendline. Donc vous allez baser votre trading autour de ça, parce que la trendline a fait un ancrage dans votre cerveau. Le biais d'ancrage influence votre vision d'une situation en donnant plus de poids à la première information trouvée. Donc là, c'est l'exemple que j'utilisais pour la trendline. Peu importe la pertinence de cette information. Sous l'effet du biais d'ancrage, vous allez comparer les autres à celle-ci. Donc, vous allez prendre la trendline et puis vous allez regarder, c'est pas le RSI, les divergences, votre trading habituel si vous tradez de cette manière. Et là, il y a le biais de confirmation qui apparaît parce que vu que vous mettez plus d'importance sur la trendline, donc ça c'est le biais d'ancrage, le biais de confirmation, il est là pour que votre cerveau puisse voir uniquement les informations qui tendent vers un achat. Les deux ils sont liés et ils peuvent faire très mal. Le biais de représentativité, ça je connais pas, c'est quoi ça? Pour prendre une décision de trading ou d'investissement, vous basez votre jugement sur vos connaissances et quelques recherches que vous faites. On peut dire en règle générale qu'une décision est souvent basée sur un nombre limité d'informations que vous considérez comme représentatives d'une situation donnée. Sans analyse plus approfondie de la situation, vous allez baser votre décision sur des éléments que vous considérez comme représentatifs. Ouais, ça je vais pas le prendre, même si c'est bien, je suis pas très fan de ça. Parce qu'on n'est pas un... Ça je vais pas le prendre. En fait, le trading c'est pas une science exacte, donc on peut pas analyser 1 milliard de choses pour réagir. Parce que, au contraire, c'est contre-productif. Si moi, je traite de cette manière et que toi, tu traites d'une autre et que moi, je vois un achat, toi, tu vois un short, eh ben, je fais quoi si j'analyse des deux manières? Je prends tout. Donc, je vais pas mettre ce biais. Le biais d'autocomplaisance est la tendance d'un investisseur à s'attribuer tout le mérite de résultat, hein, quand t'es dans le vert. Mais à chaque fois que tu te fais SL, tu dis, putain, c'est à cause de, je sais pas, d'une news ou c'est à cause de, merde, je sais pas comment. Il me faut un exemple, là. Là, il me faut un exemple. Ce biais cognitif montre que nous attribuons la cause d'un résultat dans notre intérêt. On a du mal à se taper dessus, à se taper sur les doigts, à se remettre en question. Celui-là, je vais le noter parce qu'il est important. Quand tu TP, tu dis, oui, c'est grâce à moi, je suis trop fort, je suis meilleur. Et quand tu SL, tu dis, bah, vas-y, il y a une prise de liquidité. Allez, on va dire ça. Ouais, on rejette la faute sur autrui, exactement. Ça, c'est le biais d'autocomplaisance. C'est qu'on a du mal à se faire violence ou à se remettre en question. Mais moi, j'observe, franchement, j'observe plus l'inverse. Hein. J'observe beaucoup plus de gens qui, quand ils TP, ils vont dire que c'est un coup de chance. Et quand ils SL, ils disent merde, j'ai fait de la merde. J'observe beaucoup plus ça. Et là, c'est pareil. Non, il faut être fier de soi quand on TP. Et quand on SL, on se remet en question. Mais il faut bien à un moment donné se jeter des fleurs. Le biais du mouton, ceux qui font de la crypto, vous êtes déjà tombé dedans forcément. C'est quand vous voulez acheter du Bitcoin par exemple, sur une position swing, hein, une position qui va durer plusieurs jours, allez voir semaine, et vous allez regarder Twitter, juste pour voir. Et là sur Twitter, vous allez voir que les gens ils sont globalement shorters, donc vendeurs, et vous vous dites bon, je vais pas acheter. Et vous vous rendez compte que vous avez raison. Ça, je pense que c'est déjà arrivé à beaucoup de monde en crypto, à cause de la twittosphère. D'ailleurs, Twitter a été élu par Twitter lui-même. Hein. Non, c'est même pas Twitter Monde. Je sais pas c'est quel journal américain. Je vais vérifier la source. Mais comme réseau social le plus haineux, raciste et bref méchant du monde. Le Twitter français. C'est League of Legends j'allais dire du trading, des réseaux. Le FOMO. Ouais, le FOMO, c'est un biais cognitif. Hein. Je suis d'accord. Le FOMO, c'est un biais cognitif. En vrai, ça doit être le numéro 1 hein, dans le trading. Je vais le mettre en 4, mais il y a moins que j'en parle en premier. Le FOMO. D'ailleurs, est-ce que vous avez des tips pour éviter les FOMO? Là, je donne un cas de figure. Vous voulez partir en short sur le S&P 500. Mais il est encore trop tôt. Vous voulez qu'il monte un peu plus et vous avez besoin d'une dernière confirmation. Sauf que là, le prix descend et il donne l'impression qu'il n'a pas envie de revenir. Qu'est-ce que vous faites pour ne pas tomber dans ce piège de short? Alors,
avoir un plan de trading structuré, développe une stratégie de trading claire avec des critères précis pour entrer et sortir d'une position. Lorsque tu sais ce que tu cherches, tu réduis la tentation de sauter sur chaque opportunité perçue. Ok, donc toi, grosso modo, toi, si je résume très vite, hein, c'est la discipline. Tu te tiens à ta discipline. Et ta discipline va éviter ton FOMO. C'est très bien, hein. C'est peut-être la meilleure des réponses. Pour éviter le FOMO, j'appelle madame, je lui dis, ah, c'est ta conseillère. Ça c'est très, c'est une réponse très sympa. C'est elle qui tranche. Le FOMO est souvent lié à une vision court terme. En te concentrant sur des objectifs à long terme, tu te détaches de l'urgence immédiate de prendre des décisions impulsives. Ok, intéressant. Je vais mettre entre parenthèses discipline. Mais parce que toi tu trades, si j'ai bien compris, avec une stratégie claire. Moi par exemple, j'ai un cadre, mais j'ai pas une réelle stratégie avec s'il y a A, B, C, D, E réunis, alors je rentre à l'achat avec tel money management. Demain lors j'aimerais que tu poses la question suivante. Comment le cerveau réagit-il à la peur et à l'anxiété et qu'est-ce qui implique que certaines personnes soient plus résistantes que d'autres? Eh ben écoute, ça sera dit exactement comme ça, mot pour mot. Si jamais j'ai d'autres questions, qu'est-ce qui rend certaines habitudes ou dépendances si difficiles à changer? Oh là là, mais je te jure que je vais te donner son podcast. Je devais pas spoiler son nom, mais je vais te le donner parce que les thèmes dont tu parles, il a vraiment des podcasts là-dessus. Parce qu'en fait, ta question, il en a fait un podcast. Let's go, merci les gars, merci d'avoir été là. Bonne soirée, allez, ciao ciao les gars.